auteur que certains connaissent très bien, qui est donc chercheur au FRS, qui est directeur adjoint du CIDEM, qui est un des plus grands centres spécialisés dans les questions d'immigration ici en Belgique. On a la chance de l'avoir ici à l'ULG et on travaille souvent ensemble. Et là, peut-être un peu, on déplace un tout petit peu le curseur de la question un peu plus générale, mais vous voyez un peu les enjeux à la fois nationaux et internationaux de la question de la diaspora. Et on va passer aux enjeux de la représentation pour avoir un regard croisé, c'est-à-dire comparatif entre plusieurs exemples, plusieurs expériences qui vont là aussi nous aider à avancer un peu dans notre réflexion. Voilà, Jean-Michel. Voilà. Merci. Tu me donnes la parole pour combien de temps? On essaie un peu de respecter une trentaine de minutes, ça veut dire une demi-heure, ça devrait aller, même si on a pris un peu de retard, mais voilà, donc pour profiter aussi quand même de la présence de ces grands spécialistes, pour essayer un peu de... De toute façon, on a le temps de discuter également. Voilà, donc voilà, voilà. Tout d'abord, merci pour l'introduction, Mohamed, et merci à toutes et tous d'être là un samedi matin. C'est heureux. Je comptais vous parler un petit peu également de la transformation des relations entre citoyens et leur pays d'origine, mais je crois qu'après le brillant exposé de mon collègue Stéphane, ce n'est pas du tout nécessaire. Donc je propose vraiment de me concentrer sur la question de la représentation des Tunisiens de l'étranger, ou plus particulièrement de la représentation des émigrés, des diasporas, des concepts, on vient de le voir, qui ne sont pas neutres, et finalement examiner avec vous quelques outils qui existent aujourd'hui dans d'autres pays que la Tunisie pour représenter les migrants, les diasporas dans le pays d'origine, pour faire entendre leur voix, pour faire valoir leurs intérêts, pour participer à des processus de décision ou de transition démocratique. Donc, peut-être commencer en soulignant que je ne suis pas personnellement un spécialiste de la Tunisie, mais que si l'on examine les quelques politiques existant aujourd'hui à l'égard des Tunisiens vivant à l'étranger, et quand on examine aussi la dimension historique de ces politiques, il s'agit de voir que le cas tunisien est assez spécifique dans la mesure où il y a une certaine tradition de la participation de la diaspora aux élections tunisiennes notamment, même si le contexte n'a pas toujours été un contexte démocratique, bien entendu. Alors, comme j'ai pu l'observer depuis les dernières élections, un grand espoir est né parmi la diaspora à la suite de la Révolution, l'espoir de pouvoir participer parmi les acteurs de la diaspora, ici en Belgique notamment, qui s'est transformé progressivement en une certaine peut-être déception pour certains d'entre vous, ou peut-être également une méfiance à l'égard des intentions des autorités tunisiennes à l'égard des citoyens vivant à l'étranger. Donc, finalement, le défi, comme je le perçois aujourd'hui pour les Tunisiens de l'étranger, c'est d'éviter d'une part d'être complètement marginalisé, donc parvenir à se faire entendre, parce que l'on pense que l'on a des choses intéressantes à dire, à faire valoir sur la scène politique tunisienne, et éviter d'autre part l'instrumentalisation par certains acteurs sur la scène politique tunisienne. Donc, ce que je voudrais faire avec vous, c'est examiner, grosso modo, 3 outils qui sont communément utilisés pour représenter, pour faire entendre la voix de la diaspora dans leur pays d'origine. Ces outils sont le droit de vote à distance, les conseils consultatifs ou représentatifs, qui est l'objet même de notre journée d'études aujourd'hui, et enfin la représentation parlementaire garantie, qui est un outil pour lequel la Tunisie est un exemple au niveau international. J'y reviendrai, j'expliquerai ce que je veux dire par exemple, mais c'est surtout mon collègue Thibault qui en parlera, parce qu'il nous fera une intervention spécifiquement sur les élections tunisiennes à l'étranger. Donc, première façon de représenter les émigrés dans le pays d'origine, c'est le droit de vote à distance. Par ce concept, on entend évidemment le droit des nationaux vivant en dehors du territoire à voter ou à être candidat dans certains cas aux élections de leur pays d'origine sans avoir à revenir au pays. C'est une distinction importante puisque
si l'on observe à l'échelle internationale le développement de ce type de politique, on constate que jusqu'au début des années 90, une majorité d'États dans le monde autorisaient une partie de leur population à voter dans les élections de pays d'origine, mais c'était pour l'essentiel soit les diplomates, soit les militaires, ou soit certains profils spécifiques, alors que depuis le début des années 90, et là je me connecte complètement à ce qu'a dit mon collègue, c'est-à-dire avec cette transformation des relations entre citoyens étrangers et pays d'origine, on a une vision beaucoup plus large de ce qu'est le droit de vote à distance, où aujourd'hui on considère que finalement toutes les personnes possédant un passeport et vivant à l'étranger sont autorisées, et voire même doivent, dans certains cas, voter, participer aux élections de leur pays d'origine. Donc aujourd'hui, une grande majorité d'États dans le monde est dans ce type de modèle, à savoir un droit de vote qui est permis sans avoir à retourner au pays. Il y a encore des exceptions notables, notamment la Turquie qui oblige à rentrer au pays, ou le Maroc qui a un système un peu complexe de droit de vote par procuration pour les immigrés. Donc le droit de vote à distance est souvent considéré comme la reconnaissance ultime dans certains droits de regard des immigrés sur la politique de leur pays d'origine, bien entendu. Il est important de souligner que cela peut concerner différents types d'élections. Dans le cas tunisien, nous avons un droit de vote à distance pour les élections de l'Assemblée constituante, mais ce droit de vote à distance est plus fréquemment utilisé pour les élections législatives, pour les élections présidentielles dans les régimes présidentielles, parfois même pour les élections régionales, c'est le cas du Mexique, où on a le droit de vote à distance des immigrés dans certains États régionaux, et dans certains autres cas encore, aux élections primaires. Vous savez, dans certains pays, les partis politiques désignent leurs candidats à l'avance par élection, et bien, dans certains pays comme l'Italie ou les États-Unis, permettent même aux immigrés de participer au choix des candidats qui se présenteront ensuite à l'élection. Différentes modalités de participation, celle que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est évidemment le vote en personne dans un bureau de vote à l'étranger. Ceux d'entre vous qui ont voté à Liège se sont rendus dans une école qui a été, en fait, le choix de cette institution était le résultat d'une collaboration entre autorités belges et les instances électorales tunisiennes. Mais ce n'est pas la seule modalité qui existe. On peut pouvoir voter également par courrier postal, c'est le cas des Italiens. On peut voter par procuration, c'est-à-dire demander à un membre de sa famille ou un ami de voter en son nom à cette élection. Et dans un nombre plus limité de cas, on peut voter de façon électronique, et c'est notamment le cas des Français qui, lors des dernières élections législatives, les Français de l'étranger, notamment de Belgique, ont pu voter par Internet. Seule une dizaine d'États dans le monde, 14 pour être exact, autorisent les émigrés à se présenter comme candidats. Et la Tunisie en fait partie, je pense que c'est intéressant de le souligner. Donc, là où la plupart des États considèrent que les émigrés ont un droit de vote, mais que ce droit de vote doit s'exercer dans une circonscription du pays d'origine, qui est souvent la dernière circonscription de résidence, la circonscription de naissance, voire la capitale. C'est le cas par exemple des Russes qui autorisent les émigrés russes à voter uniquement dans la circonscription de Moscou. 14 pays, dont la Tunisie, ont créé ce qu'on appelle les circonscriptions extraterritoriales, à savoir finalement une division de la planète en circonscriptions tunisiennes dans laquelle des candidats eux-mêmes tunisiens, comme vous le savez très bien si vous avez voté aux dernières élections, peuvent se présenter comme candidats et sont élus pour ensuite représenter les émigrés au Parlement ou à l'Assemblée constituante, comme dans le cas de la Tunisie. Il faut comprendre que ce système est véritablement exceptionnel. Il y a un très faible nombre de pays qui le permettent, et aussi que c'est relativement controversé. Certains d'entre vous sont peut-être au courant que dans le cas tunisien, le Canada a réagi assez agressivement à l'égard de la politique, en tout cas de la pratique tunisienne qui consiste à créer cette circonscription extraterritoriale, qui a même conduit le Canada à menacer d'interdire l'élection tunisienne sur son territoire. Donc, dans la plupart des pays du monde, ce genre de circonscription extraterritoriale ne pose pas de problème, mais de façon assez intéressante,
dans les pays qui se considèrent comme des nations d'immigration et des États multiculturels, à savoir le Canada et l'Australie, ce type de pratique pose problème. Alors, on peut rentrer dans les détails plus tard lors de la discussion, mais c'est essentiellement lié au fait que des candidats qui auraient à la fois la nationalité tunisienne et canadienne se retrouveraient au Parlement et se retrouveraient ainsi à parler au nom de deux États, ce qui crée pour le Canada une crainte que ces relations internationales avec la Tunisie s'envoient fortement compliquées. On peut y revenir éventuellement plus tard. Le deuxième outil, qui est celui sur lequel je me concentrerai un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les conseils consultatifs des émigrés, qui sont ces organes rassemblant des représentants des communautés émigrées en vue d'émettre des avis à destination du pays d'origine et parfois aussi du pays d'accueil sur des thématiques d'intérêt pour les émigrés. Alors, les caractéristiques essentielles de ces conseils consultatifs, c'est qu'ils sont plutôt composés par élection ou par désignation. Je montrerai quelques exemples plus loin, qui évidemment, selon la modalité de nomination, va affecter fortement la légitimité de cet acteur. Donc, lorsqu'il y a élection, cela signifie que les émigrés élisent parmi les communautés leurs propres représentants qui sont ensuite des interlocuteurs à l'égard des autorités du pays d'origine et parfois aussi à l'égard du pays d'accueil. Donc, quand il y a élection, les conseillers sont souvent élus sur base locale, à savoir on définit une circonscription qui est bien plus petite que la circonscription que vous avez connue lors des dernières élections tunisiennes. Ça peut être sur base provinciale dans le cas de la Belgique. Par exemple, les Italiens, eux, élisent un représentant de la diaspora italienne à l'échelle de la province de Liège. Mais ça peut être aussi sur base nationale ou continentale. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a très très peu d'émigrés. Lorsque l'on parle par exemple, de la diaspora mexicaine en Australie, il va y avoir une division de l'Australie en différentes circonscriptions dans la mesure où il y a très peu de Mexicains qui y vivent. Alors, les conseils consultatifs n'intègrent en général pas exclusivement des représentants des diasporas. Bien souvent, ils intègrent aussi des représentants du pays d'origine. C'est souvent des représentants des partis politiques qui utilisent ces instances pour entrer en dialogue avec les représentants de la diaspora. Ça peut être aussi des fonctionnaires qui utilisent ces instances pour s'informer, prendre le pouls auprès des communautés et voir comment on peut répondre à certains besoins pratiques des expatriés. Alors, un cas très classique, c'est la délivrance des passeports à l'étranger, qui est souvent un problème pour les émigrés. Et donc, par le biais de ces instances, on peut mettre en contact les émigrés via leurs élus avec le ministère des Affaires étrangères et donc réfléchir ensemble à de meilleures procédures pour la délivrance des passeports. Et les syndicats aussi sont souvent représentés dans ce type d'instance parce qu'il est aussi souvent question des questions de participation au marché du travail ou même de reconnaissance des diplômes, etc., qui peuvent poser problème pour les migrants dans le pays de résidence, mais parfois aussi dans le pays d'origine dès lors qu'il y a un retour au pays pour les migrants. Alors, je l'ai dit, ces conseils consultatifs, dès lors qu'on les appelle conseils consultatifs, émettent des avis non contraignants. Et je sais que c'est une discussion que Mohamed et moi avons eue depuis que nous discutons de la question, à savoir qu'il n'existe pas aujourd'hui de conseil consultatif qui a la capacité d'imposer un changement législatif dans le pays d'origine. Donc il n'existe pas un moyen pour ce type de conseil de changer une loi dans le pays d'origine. Ça ne s'est pas encore vu. C'est d'ailleurs, on pourrait parler aux constitutionnalistes qui nous accompagnent, mais ce serait d'ailleurs, à mon avis, extrêmement complexe d'un point de vue légal. Alors, ces conseils consultatifs, pour cette raison, ne peuvent être confondus avec une assemblée parlementaire, puisque leur but n'est pas d'élaborer des législations, mais plutôt de remettre des avis de nature diverse qui peuvent considérer la politique générale du pays d'origine, à savoir, dans le cas tunisien, le processus de transition démocratique, mais
c'est bien souvent aussi des questions d'intérêt pour les seuls émigrés qui sont discutées dans ces conseils consultatifs. À savoir des questions liées au marché du travail, des questions très pratiques comme les passeports. Mais je me souviens d'une rencontre que nous avons eue il y a quelques mois à Barricade où monsieur évoquait des problèmes liés à l'incarcération de certains ressortissants tunisiens en Belgique. Eh bien, ce type de conseil consultatif, comme on le voit avec d'autres pays, sont aussi des acteurs qui peuvent rentrer en dialogue avec les pays de résidence afin de discuter ensemble de cette problématique et des réponses qui peuvent y être apportées. Donc, comme je viens de le dire, c'est des avis qui peuvent être émis tant à la fois à l'égard des autorités du pays d'origine, mais aussi du pays d'accueil. Donc, troisième outil, c'est la représentation parlementaire de la diaspora. Je l'ai dit, un très faible nombre de pays l'autorisent, et c'est souvent perçu comme le mécanisme ultime, ou la reconnaissance ultime du droit des diasporas à participer aux affaires politiques du pays d'origine. Alors l'avantage de ce type de système, c'est qu'il donne évidemment une capacité d'influence sur la politique publique, puisqu'on a des parlementaires, donc on a véritablement une capacité législative. Et particulièrement dans le cas comme l'Italie ou la Tunisie, où on a 18 élus dans les deux cas, à savoir c'est pas rien, c'est évidemment pas une majorité dans un parlement, mais c'est substantiel. Si l'on compare à la Colombie par exemple, où il y a un seul élu sur 300, évidemment, la capacité de se faire entendre est différente. Alors, je sais que le travail de ces élus tunisiens est remis en question et que certaines personnes s'interrogent sur leur visibilité et leur présence. On peut en discuter plus tard, mais en tout cas, d'un point de vue symbolique, cette présence de 18 élus est quelque chose qui est unique au monde. Il faut le savoir. Puisque dans le cas italien, ce ne sont que 12 au Parlement et 6 au Sénat. Question de proportionnalité. Question de proportionnalité et en nombre absolu. L'avantage de ce système, c'est évidemment la légitimité démocratique des élus, puisque une fois élus, dans les circonscriptions extraterritoriales, ces élus deviennent des élus de l'ensemble de la nation. Et certes, leur base électorale, c'est la diaspora, mais une fois élus, les mêmes règles que tous les autres élus s'imposent à eux, et donc ils ne peuvent pas défendre les intérêts particuliers de la diaspora, ils doivent représenter la nation dans son entièreté. Donc là, c'est une légitimité démocratique assez importante. Un des avantages, et là c'est plutôt d'un point de vue de stratégie électorale, c'est que pour les partis politiques, créer ce type de représentation parlementaire permet de canaliser l'influence de la diaspora sur un nombre limité de sièges. Alors, dans le cas de pays comme l'Italie, où vous avez plus de 3 millions d'électeurs vivant à l'étranger, fixer un nombre de 18 sièges permet de canaliser cette influence sur seulement ces 18 sièges, plutôt que de disperser ces voix sur l'ensemble du territoire italien et de potentiellement influencer l'attribution de tous les sièges. Quand on sait que la majorité de la diaspora italienne vient du sud de l'Italie, et imaginez si ces millions d'électeurs devaient se concentrer dans toutes ces petites circonscriptions régionales autour de Naples, on pourrait véritablement avoir des changements électoraux conséquents dictés par ces électeurs vivant en Argentine, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique. Donc, dans le cas d'Italie, cette représentation parlementaire est bien un moyen de contrôler l'impact de la diaspora. Alors, il y a évidemment aussi une série de désavantages, ou en tout cas tels qu'ils sont perçus par les émigrés eux-mêmes, dès lors qu'on met en œuvre ce système de représentation parlementaire. Il y a la distance entre les élus et les électeurs. C'est un peu cette contradiction selon laquelle vous êtes élu, par exemple, tunisien au Canada, vous avez une base électorale qui sont des électeurs tunisiens du Canada, mais une fois élu, vous êtes en Tunisie, vous n'avez peut-être les ressources pour faire des voyages fréquents entre les deux espaces, mais physiquement, vous ne pouvez pas être présent des deux côtés. Alors certes, un certain nombre de technologies sont à votre disposition, mais pour être présent sur le terrain, dans votre circonscription, ça devient très difficile. Et les exemples que j'ai pu suivre, à savoir en discutant avec certains d'entre vous sur le cas tunisien, mais aussi avec le cas italien, c'est que
on se pose souvent la question de savoir, mais que sont-ils devenus une fois élus, ces élus de la diaspora? Second problème, c'est que, alors que l'on a un nombre conséquent d'élus, dans le cas tunisien ou italien, ces élus ont souvent des difficultés à faire corps. Ils sont peut-être 18, mais ils ne se font pas entendre comme un groupe de 18 au sein des assemblées législatives. Pourquoi? Parce que dans un système parlementaire, évidemment, les logiques qui comptent, ce sont les logiques partisanes. Et donc, l'on ne va pas forcément s'exprimer au nom de la diaspora, mais on va s'exprimer au nom de son parti. Et les consignes de vote peuvent être telles que l'on doive taire certaines revendications que l'on voudrait faire au nom de la diaspora, ensemble avec des membres d'autres partis, au nom de la discipline de parti. Donc, le système parlementaire également donne peu de voix à un élu isolé, il faut le savoir. Donc, dans le cas où vous avez un seul élu pour une circonscription, donc je crois que c'est le cas des Tunisiens de Belgique, où il y a un seul élu de circonscription correspondait à un seul élu dans le cas de deux. Oui, c'est avec l'Amérique. Oui, c'est ça, deux. Oui. Bon, c'est difficile en tant que personne isolée, voire même à deux, de promouvoir un texte législatif et de convaincre l'entièreté d'un Parlement de le suivre. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le système belge aussi, savent bien qu'un député ou un sénateur belge a véritablement très peu de chances au cours d'un mandat de 4 ans de faire passer son initiative parlementaire en tant que loi, puisque la très grande majorité des lois en Belgique sont d'office d'initiative gouvernementale. Alors j'ajouterais qu'il semblerait que l'une des représentantes, qui donc d'origine tunisienne mais qui vit en Hollande, ne parle ni le français ni l'arabe. Du coup, peut-être même si on envisageait... Elle parle le français. Elle parle le français. Il semblerait, j'ai dit. Donc, c'est l'écho que j'ai eu. Enfin, voilà. Donc, je dirais même par la nouvelle technologie, peut-être c'est un nouveau obstacle qui se pose. Mais voilà. Donc, je voulais... je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être 5 minutes. 5 minutes. Brièvement évoquer avec vous 3 exemples qui peuvent stimuler la discussion et conclure par là. De conseils consultatifs. Par sa proximité géographique, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger est un cas intéressant pour la Tunisie, mais évidemment le contexte politique est sensiblement différent. L'émergence de ce Conseil consultatif des Marocains de l'étranger est alliée à la revendication des Marocains de l'étranger pour le droit de vote à distance. Droit de vote qui, dans les faits, ils n'ont toujours pas, puisque aujourd'hui, les Marocains de l'étranger ont le droit de participer, mais par le biais de la désignation d'un mandant. Donc vous ne pouvez pas voter vous-même, vous devez demander à un proche resté au Maroc de voter en votre nom. C'est un système de vote par procuration. Donc, dans le contexte marocain, il y a eu des promesses qui ont été faites, notamment par le roi, d'octroyer ce droit de vote. Promesse qui n'a pas été complètement mise en œuvre, puisque je viens d'expliquer le système qui existe aujourd'hui. Et dans ce contexte, la création du CCME, comme je vais l'appeler, est perçue comme une espèce de compensation. On ne vous donne pas le droit de vote réel, mais on va créer cette instance pour vous donner l'impression, ou véritablement tenter de voir ce que vous avez à dire, vous, Marocains de l'étranger, vis-à-vis du Maroc. Alors pour le Maroc, évidemment, ce système présente des avantages. Ça canalise les revendications de la diaspora, ça permet de réintégrer ces voix discordantes au sein d'une instance officiellement reconnue par le Maroc. Et ça permet aussi de développer un discours positif sur l'immigration, puisqu'on a une série de personnes qui sont en lien permanent avec les autorités marocaines et qui doivent, par conséquent, entrer en dialogue et finalement, peuvent plus se permettre uniquement de critiquer, mais doivent dialoguer. Alors, très brièvement, c'est créé par décret royal en 2005. Il y a 50 membres qui sont désignés par le roi. Et là, c'est évidemment le nœud du problème, ou en tout cas le cœur de la controverse au Maroc, à savoir qu'il n'y a pas eu d'élection, mais que c'est le roi qui a désigné les membres de ce conseil consultatif.
avec certains d'entre eux étant des opposants politiques exilés, revenus au pays. Certes, sans rentrer dans les détails, cette modalité de désignation est évidemment extrêmement controversée, puisque certains accusent le CCME d'être finalement une instrumentalisation de la diaspora marocaine pour donner un autre son de cloche que celui des opposants ou que celui qui sont plus critiques à l'égard du régime marocain. Le CCME est organisé en groupe de travail sur les thématiques d'intérêt pour la diaspora, culte et éducation religieuse, culture, éducation d'identité, administration, droit des usagers et politique publique, approche de genre, compétences scientifiques et techniques, citoyenneté, participation politique. Vous le voyez, à la fois des thématiques liées au pays d'origine et des thématiques aussi liées à la présence marocaine dans les pays de résidence. Une évaluation rapide du CCME nous fait comprendre que c'est une instance qui intègre quand même très timidement la voix des immigrés dans le processus de démocratisation au Maroc, qui a permis à un certain point un changement de discours sur l'immigration au Maroc, alors que finalement ce discours avait déjà changé, puisque depuis le début des années 2000, le Maroc développe quand même un discours lié en partie à la captation des remises, évidemment, un discours très positif, un discours qui veut mettre en avant la diaspora comme ressource pour le développement du Maroc. Et évidemment, un système marocain qui est critiqué pour son mode de désignation et surtout son absence de pouvoir contraignant, qui fait qu'il est perçu par une partie de la communauté marocaine comme un outil de légitimation du pouvoir marocain. Le second exemple est le Conseil mexicain, qui est en fait dans son histoire et dans sa création est assez lié au Conseil marocain, mais qui là, curieusement, est beaucoup plus couronné de succès. Premièrement parce qu'il est créé par élection, donc là on a 111 élus pour des mandats de 2 ans qui sont élus dans 56 circonscriptions. Circonscriptions qui sont essentiellement aux États-Unis et au Canada, donc avec une base locale très forte pour chacun de ces élus, des personnes qui sont en contact permanent avec les émigrés puisqu'ils vivent dans ces villes aux États-Unis et au Canada, et parce que ces conseils consultatifs ne se réunissent pas qu'à Mexico, ils se réunissent également sur base locale dans les consulats mexicains aux États-Unis et au Canada. Donc vraiment, une présence locale très forte, un dialogue permanent, tant avec les autorités consulaires mexicaines qu'avec les autorités locales aux États-Unis. Et donc, on voit par le biais de ce conseil consultatif des Mexicains de l'étranger que sur une série de thématiques vraiment d'intérêt pour les migrants, des avancées ont pu être obtenues. Par exemple, l'introduction d'une carte d'identité consulaire, qui a été une avancée majeure pour les Mexicains sans papier aux États-Unis, qui jusqu'alors, vu qu'ils n'avaient pas de documents mexicains, ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire, ne pouvaient pas obtenir de permis de conduire, et grâce à la création de cette carte d'identité mexicaine consulaire, revendication de ce CCIME, a véritablement changé la vie quotidienne de millions de Mexicains à l'étranger. Donc, le temps passe, donc je ne vais pas m'étendre trop. Je voulais également parler du système italien, et je vais en parler très brièvement, juste pour dire que c'est intéressant dans la mesure où le système italien a lui aussi cette représentation parlementaire garantie, mais en plus a ces conseils consultatifs. Et donc se pose la question dans le cas italien de la redondance, puisqu'il y a une multiplication des instances représentatives. Il y a un peu une compétition entre les conseils consultatifs et les élus de la diaspora italienne qui siègent au Parlement. Ces derniers se considérant beaucoup plus légitimes puisqu'ils sont le résultat d'une élection législative. Alors, le défi pour l'Italie, et je vais profiter pour conclure par ça, c'est un peu le même défi, en tout cas d'un point de vue technique, que le défi tunisien, puisque si l'on maintient cette représentation parlementaire, quel sera le rôle, ou quel doit être le rôle de cette instance consultative? Je
je pense avoir mis en lumière le fait que ces élus de la diaspora ont de grandes difficultés à maintenir le contact avec le terrain. Parce qu'ils doivent siéger à Tunis, ils doivent siéger à Rome. C'est difficile pour eux d'être à la fois ici et là-bas. Le rôle de ces conseils consultatifs peut vraiment d'être le lien entre le terrain, entre les communautés, entre les migrants, entre la diaspora et ces élus, qui eux peuvent véritablement, par leur présence au sein des parlements, mettre la question de l'immigration sur la scène nationale, porter la voix de la diaspora au sein des instances parlementaires. Donc c'est là où se situe l'un des enjeux, qui est évidemment un enjeu à voir à plus long terme, puisque les problèmes de la Tunisie aujourd'hui ne sont pas uniquement des problèmes de nature technique dans le cadre de la représentation de la diaspora. Il y a aussi des problèmes plus fondamentaux de transition démocratique, me semble-t-il, à résoudre d'abord. Mais je pense que dans le cadre d'une réflexion sur la représentation et la participation de la diaspora tunisienne, la coordination, la coopération entre ces élus et une future instance ou un futur conseil me semble un élément central à prendre en considération.